Lorsque je suis arrivé en Amérique, j'ai été frappé par la brutalité des choses. Tout était très laid, vraiment. Et j'ai décidé que j'allais essayer de faire quelque chose pour corriger tout cela. Raymond Loewy est un pionnier, l'un des plus grands designers industriels de son époque. Il a dessiné des objets qui sont aujourd'hui devenus des icônes. Raymond Loewy était un promoteur. Notre tout premier designer star qui semblait tout droit sorti de la série Mad Men. Les dirigeants d'American Tobacco Company ont fait appel à lui pour repenser le packaging des Lucky Strike. Il y a des logos cultes. Ça fait partie de la mémoire collective, quoi. On l'a tous vu et on pourrait tous presque le dessiner. Il a travaillé pour le gouvernement américain, pour le président Kennedy. Il vivait toujours sous pression, mais son intuition était toujours la bonne. C'était quelqu'un qui représentait quelque chose à cette époque-là dans le métier, qui était un gourou. En 1940, on dira Raymond Loewy est le seul designer à pouvoir traverser les États-Unis dans une voiture, un train, un bus ou un avion qu'il a lui-même dessiné. Né en 1893 à Paris, le jeune Loewy assiste à l'émergence de la lumière électrique, de l'aéroplane, du phonographe, du téléphone et de l'automobile. Particulièrement doué pour le dessin et la physique, il s'amuse dès son enfance à illustrer un véritable catalogue d'inventions. À l'âge de 14 ans, j'avais dessiné un petit appareil qui volait très bien, un petit avion qui s'appelait l'RL, mes initiales RL, que je fabriquais dans une cour de Faubourg Saint-Honoré et que je vendais dans les magasins. Je m'occupais de la publicité, de la vente et j'avais pu ainsi gagner pas mal d'argent, suffisamment pour me payer de très belles vacances et de longues vacances parce que j'aime beaucoup ne rien faire. Il était fasciné par les avions, les locomotives, les bateaux de course, par tout ce qui allait vite. Il a compris très tôt le potentiel de ce métier. Après des études d'ingénieur interrompues par la Première Guerre mondiale, Loewy émigre en 1919, 40 $ en poche, au pays des self-made men. Je suis parti sur le France. Pendant le voyage, il y avait une collecte au profit des familles de marins naufragés. Et M. Armstrong, qui était consul général d'Angleterre à Paris, m'a dit « Pourquoi ne faites-vous pas un petit croquis qu'on vendra aux enchères ?» J'ai fait ce petit croquis qui s'est vendu très cher. Ça représentait une jolie passagère marchant sur le pont. Sur le bateau qui le mène vers le Nouveau Monde, il fait une rencontre déterminante. Après les enchères, monsieur le consul général m'a dit « Écoutez, qu'allez-vous faire aux États-Unis ?» Je lui ai dit « Je vais voir mon frère, j'irai peut-être dans une usine, faire un stage. » Il m'a dit « Pourquoi ne faites-vous pas du dessin? Vous dessinez très bien. » J'ai commencé à faire cela. J'ai fait des dessins pour Vogue, pour Harper's Bazaar. J'ai très bien gagné ma vie, très rapidement. La période des années 1920 a été fondamentale pour Loewy. La publicité a connu de grands changements durant cette décennie. Plutôt que de mettre l'accent sur l'aspect matériel du produit, les publicitaires se sont soudain intéressés aux besoins psychologiques ainsi qu'aux peurs et aux désirs du consommateur. Loewy a alors intégré l'idée que tout projet de design doit commencer par une étude psychologique du consommateur à qui le produit est vendu. Loewy refuse d'être un simple dessinateur de mode. Il cherche à développer une profession nouvelle, esthéticien industriel.
Lorsque je me promenais dans les rues de Chicago avec mes dessins sous le bras, parlant à peine l'anglais, je parle de 1920. Lorsque j'allais voir ces manufacturiers en leur proposant d'améliorer leurs produits, on me mettait presque à la porte. Je dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Mais je n'ai jamais abandonné. Après le krach de Wall Street, les industriels cherchent à relancer l'économie. Sigmund Gestetner fabrique des duplicateurs, l'ancêtre de la photocopieuse. Il donne 3 jours à Loewy pour améliorer sa triste bécane peu pratique, poussiéreuse, laide et qui sent mauvais. Loewy accepte. Avec 50 kilos de pâte à modeler, il s'installe dans son modeste salon, recouvre la machine et la rajeunit en la dotant d'une coque protectrice. C'est ce jour-là qu'il invente la technique du capotage. Il a été le premier à utiliser la terre glaise et à travailler comme un sculpteur. Et là, vous pouvez avoir toutes les subtilités et travailler sous des angles différents, de lumière, etc., pour en permanence corriger et voir et arriver à quelque chose de très abouti. Et Loewy était un très très bon modeleur. Il maîtrisait très très bien ça lui-même. Ce qui est assez intéressant quand on voit d'où est venu les viviers des premiers designers, c'était des publicitaires, c'était des décorateurs de théâtre, etc. Donc il y avait surtout Dreyfus, Belguedes, Van Doren, Teague et Loewy, évidemment, comme lui qui était plutôt dans la publicité à cette époque-là. Jean Thompson est américaine d'origine danoise, élevée dans un couvent français. C'est la première épouse de Raymond Loewy. C'est elle qui l'a mis vraiment en scène, dans le sens qu'elle connaissait donc cette agence de relations publiques Foodcon & Building et qui a amené toutes les premières affaires de lui. Et elle est devenue même son associée jusqu'à, je crois, en 1940. Raymond Loewy installe son studio penthouse au 54e étage d'un luxueux gratte-ciel de la 5e avenue. Il engage de bons dessinateurs et de jolis secrétaires. Pour autant, malgré son enthousiasme, les industriels ne se pressent pas à sa porte. Un beau jour, Loewy décide de forcer le destin. Il se rend à Philadelphie pour rencontrer le patron de la Pennsylvania Railroad, la plus grande compagnie de chemin de fer des États-Unis. La commande qui lui est faite est pour le moins surprenante. Une poubelle. Il croyait ainsi se débarrasser de moi. Je lui ai dit, mais très bien, je vais vous dessiner une corbeille à papier que j'ai dessinée et qui a été un très gros succès parce qu'elle était belle, elle restait propre, elle coûtait moins cher. Et peu à peu, j'ai pu le convaincre qu'il fallait me laisser dessiner une locomotive, ce que j'ai fait finalement. Et on en a construit ensuite, je crois, 300. L'apport qu'il a fait sur les locomotives de la Pennsylvania était d'abord améliorer les cabines de conducteurs de train, passaient quand même un énorme temps dans ces cabines-là et qu'ils avaient besoin aussi d'un minimum d'ergonomie surtout et de confort. Et après, il a appliqué cette histoire de streamline avec sa fameuse locomotive où on faisait une coque entière, plus rivetée, qu'on posait sur la mécanique. Quand j'étais très jeune, mes parents m'avaient demandé d'apprendre à danser. Il paraît qu'un jeune garçon devait savoir danser. Je préférais aller parler au chauffeur de locomotive dans la rotonde de la gare de Nice. J'ai donc dépensé tout mon argent, acheté des paquets de cigarettes pour les chauffeurs de locomotive qui laissaient monter dans la cabine. Et je n'ai jamais appris à danser. Je danse très mal. Tout ce travail sur qu'on appelle le streamline, la dynamique de l'objet, la dynamique, la vitesse, qu'on sente vraiment qu'il y a on dit, j'aime bien le mot en anglais velocity. Tout son travail sur ces formes très profilées, très dynamiques, qui exprime vraiment la vitesse, il l'a transposé dans des objets du quotidien finalement. Donc sur des frigos, sur des objets dans lesquels on n'avait pas l'habitude encore d'avoir cette notion de dynamisme.
Raymond Loewy n'a pas dû avoir la tâche facile au début. Quand il a dessiné son premier réfrigérateur, le Cold Spot, c'était en 1936 je crois, il a tenté de prouver que créer un objet à la fois beau et fonctionnel serait bénéfique pour tout le monde, qu'il se vendrait mieux, que ce serait positif pour l'entreprise, pour l'image de la marque. Ces idées étaient totalement nouvelles à ce moment-là. En tant que designer, nous formons le lien entre les fabricants et l'humain, la vie sociale. C'est nous qui parlons avec les fabricants, qui traitons avec eux dans le but de créer des objets qui trouveront ensuite leur place dans la vie quotidienne. Il a dessiné le réfrigérateur Cold Spot en 1934. Au départ, cette société n'en a fabriqué que quelques milliers, puis les ventes sont montées en flèche. En 1935, elle en a vendu un demi-million. Le Cold Spot est le premier exemple de design industriel appliqué à un produit commercial fabriqué aux États-Unis. Le succès commercial du réfrigérateur qu'il a dessiné pour Sears a eu un tel retentissement que c'est devenu une étude de cas dans les écoles de commerce. Cela a contribué à convaincre les industriels qu'en faisant appel à des designers professionnels, ils pouvaient assurer un meilleur succès commercial à leurs produits. Pour un designer, la plus belle des courbes, c'est celle des ventes, avait coutume de dire Loewy. Fort de son succès aux États-Unis, Loewy investit en France et mène avec Jean la Dolce Vita à Saint-Tropez. Il déclare « Le design industriel doit s'appliquer en toutes circonstances, même quand on est en train de flirter avec les maquereaux ou les poulpes. » Loewy va ensuite s'attaquer à un symbole américain, la célèbre compagnie de bus Greyhound. Le premier bus Greyhound ressemblait à un Rottweiler allemand. Il l'a profilé pour lui donner l'aspect d'un chien de course sur lequel on a tout de suite envie de parier. En 1942, il a dessiné un bus très futuriste qui semblait sorti tout droit de Star Trek. Quand il leur a montré, les commanditaires se sont écriés « Mais on ne peut pas faire ça !» Il est revenu avec le Scenic Cruiser et là, ils ont tout de suite dit oui. Le concept le plus novateur de Loewy qui était inscrit et qui communiquait à tous ses collaborateurs était le concept Maya, Most Advanced Yet Acceptable. C'est-à-dire qu'il faut être le plus en avance possible tout en restant acceptable. C'est-à-dire toujours ce souci de garder le public comme principale cible. C'est très ingénieux, son système est d'une grande simplicité. C'est assez génial. Ça, c'est vraiment un objet industriel d'une grande beauté qu'on a presque envie aujourd'hui de le mettre dans son salon. La cocotte coquelle qui est un objet qui reste complètement actuel en fait, puisque c'est vraiment... et ce qui est intéressant, c'est qu'il a intégré aussi les poignées, enfin les deux anses, ça c'est assez bien vu. Et non, c'est un objet très, très beau, résistant, qui passe des années, quoi. J'aime beaucoup aussi cette radio, parce que je trouve que après tout ce courant technologique qu'on a pu avoir, où tous les objets technologiques ressemblaient à des objets technologiques, finalement, elle ressemble plus à une œuvre d'art de Liam Gillick ou qu'à une chaîne hi-fi. Et l'utilisation du plexi coloré comme ça ici, c'est assez intéressant parce que ce ne sont pas des matériaux qu'on a l'habitude de voir dans les objets de hi-fi, de high-tech. Éternel apôtre de la simplicité, Loewy impose son style dans le quotidien des Américains pour faire, dit-il, le bonheur des gens. Si on veut changer la face du monde et faire aimer le design au grand public, il faut réussir à toucher des millions de gens. Le design n'est pas un acte élitiste réservé à quelques privilégiés. On ne travaille pas pour voir sa chaise finir au musée. J'adhère totalement à la philosophie de Loewy. Could you tell us why you have those framed cigarette packages over there on the wall? They remind me of a very unusual experience with a charming gentleman, Mr. George Washington Hill of the American Tobacco Company. He came in one day and said he did not believe that I could improve the appearance of the Lucky Strike package.
I bet I could. How much? $50,000. He thought for a moment, picked up a pad on my desk, and wrote this memo. 20,000 retainer. If we use result, 30,000 more. Well, we did a great deal of experimentation and design for about 3 months, until I felt that we had the right package. I showed it to Mr. Hill, who liked it, okayed it, adopted it for production, sent us a check for $50,000, and everybody was happy. C'était un paquet de cigarettes qui était sur fond vert. Il y avait la cible Lucky Strike qui était extrêmement visuelle. Les pigments verts d'abord coûtaient très cher à imprimer parce qu'on ne pouvait pas le faire en quadrichromie à l'époque. Et à l'arrière du paquet, il y avait toutes les indications légales. Raymond Loewy a supprimé la couleur verte, donc il a baissé les coûts de fabrication d'à peu près 10-15%, rien que sur l'impression. Et au dos, il a rajouté une deuxième cible et les indications légales, il les a mis sur le côté du paquet. Promenade and don't you fall, promenade around the hall. Lucky Strike is first again with tobacco men. Promenade straight down the pike. It's time right now for a Lucky Strike. Le blanc a tout d'un coup donné un aspect un peu plus léger et hygiénique à la cigarette, ce qui a eu comme conséquence une explosion dans le marché pour les femmes. Les femmes, surtout pendant la guerre, étaient de plus en plus impliquées à travailler, surtout dans l'industrie de l'armement, etc., sont devenues des consommateurs, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce paquet leur a beaucoup plu par son côté un peu féminin d'ailleurs. Raymond Loewy devient citoyen américain en 1938. C'est à cette période qu'il commence à travailler pour une marque emblématique. Il va améliorer les camions et les distributeurs et faire d'une simple glacière la célèbre fontaine Coca-Cola de luxe. Dans les années 1950, à la télé, on voyait souvent des adolescents rassemblés autour d'une fontaine à soda en train d'écouter des disques au jukebox. Ils se servaient des Coca-Cola qui sortaient de cette machine. C'était vraiment une icône du design américain. Soda fountains are the streamlined gathering places of a streamlined age, offering refreshment, relaxation, sociability to all. Les journalistes écrivaient souvent qu'il avait dessiné la bouteille de Coca-Cola. Loewy ne s'empressait pas de démentir. Si vous aviez envie de penser qu'il était le créateur de la bouteille Coca-Cola originale, il vous laissait le croire. Cela dit, sa société a fourni un important travail pour Coca-Cola, dont une série de nouvelles bouteilles plus grandes au milieu des années 1950. Lorsqu'il a dessiné certaines voitures, il a imposé ce qu'on appelle le coupe contour et le recintrage des voitures au niveau des portières. Donc par exemple, vous pouvez le voir peut-être pas de manière très flagrante sur ce modèle réduit, mais les portières sont recintrées. C'est plus étroit ici que ce ne l'est ici et là. Loewy entame au début des années 50 une collaboration mémorable avec la marque Studebaker. Il va transformer ses voitures au design trop lourd et au chrome superflu. Elles deviendront sportives, élégantes et racées, à l'image de son dandysme légendaire. La Studebaker Commander Starliner de 1953 sera l'un de ses modèles phares. It's the only 5-passenger sports car in volume production. And now let's talk performance. Put her in gear, let her roll, and open her up. Now that's what we mean by Sky Power Performance. And with all 5 big new Studebaker series to choose from. Loewy avait cette propriété, sa première propriété, c'est une propriété à laquelle il tenait énormément. Il l'a achetée dès 1933. Dès qu'il a commencé à gagner quelques sous, c'est la première chose qu'il a fait, c'est d'acheter une propriété ici en France. Il était avant tout destiné à sa famille, mais également il permettait de faire de la représentation. Et il est venu ici avec l'ensemble de ses voitures. Et cette voiture
a été très importante pour lui parce qu'il l'a acquise au moment de la naissance de sa fille. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle les Starliner sont des voitures toujours dans des couleurs très joviales et très gaies. Jusqu'à la Starliner, toutes les voitures avaient des tôles plates. Et une grande première, c'est cet emboutissage qu'il y a ici sur l'aile qui donne toute la dynamique à la voiture. C'est la première fois au monde qu'une voiture de série a un embouti sur une tôle. Cette voiture a également une grande importance dans l'histoire du design automobile pour une raison, c'est qu'elle a inspiré la Citroën DS. Vous reconnaissez le capot plongeant, l'absence de calandre, les phares et les ailes qui dessinent le profil de la voiture. On est tout à fait sur la Citroën DS. Cette propriété pouvait accueillir les présentations presse de ses voitures, il pouvait y recevoir ses meilleurs clients, il pouvait y faire venir ses meilleurs collaborateurs et aussi passer l'été avec sa famille. Lowie a travaillé pour Studebaker durant des années avant d'être finalement remercié à la suite d'un changement de direction. Le constructeur est ensuite allé le rechercher pour lui demander de créer un nouveau genre de voiture pour Studebaker, dans l'espoir de relancer la marque. Lowie a dit à son associé William Snaith: nous avons besoin de ce contrat et nous avons besoin de publicité. Il a rassemblé une équipe de designers ici à Palm Springs. Ils ont loué une maison et en 40 jours, ils ont réussi à concevoir le prototype de l'Avanti. Cette étape de travail est plus longue en général. La publicité autour du produit avait été très bonne et le design plaisait beaucoup. Mais Studebaker a eu de gros problèmes de fabrication. La société n'a pas réussi à fournir suffisamment de modèles aux concessionnaires et malheureusement, le modèle a disparu rapidement. Cette voiture n'a pas été, comme tout le monde l'espérait, le miracle qui aurait pu sauver Studebaker. Pour sa collection personnelle, Raymond Lowie, quand il est en France, fait appel aux maîtres carrossiers Pichon et Para pour transformer ses voitures selon ses désirs. Et la Jaguar, oui, c'est même moi qui a été choisi pour attaquer, c'est-à-dire la couper en deux. La calandre a été modifiée, le nez relevé, là, pour faire une calandre un peu plus haute, qui d'ailleurs, moi je la trouve vraiment belle. Voilà, oui. Fallait oser attaquer une Jaguar E, mais il s'est pas mal débrouillé. C'est vrai. Lowie trouvait chez Pichon et Para la concrétisation simple de ses idées, quelquefois un peu extraordinaires, un peu fantaisistes. La Cadillac dans la cour de la ferme, on voit très bien que l'habitacle, la partie centrale est intacte, n'a pas bougé. Par contre, tout l'avant et tout l'arrière sont modifiés. Et on voit la technique de construction, c'est-à-dire du fer plat qui est formé, qui est arrondi. Donc tout ça c'est assemblé, c'est soudé, et ça va recevoir la carrosserie définitive. Après-guerre, l'Amérique rêve de soleil. Les vedettes d'Hollywood s'échappent à Palm Springs à moins de 2 heures des studios. Au volant de son Avanti, avec son flair habituel, Lowie n'hésite pas à investir très tôt le désert moderniste californien. J'ai une maison en Californie, dans le désert, qui est extrêmement moderne, qui est presque dans l'avenir. J'ai près de Paris une propriété où j'étais aujourd'hui, qui est du XVe siècle. Et finalement, j'ai un appartement à New York où je combine les deux choses. Du mobilier extrêmement moderne avec des choses anciennes, très belles, très simples. Et ces choses vont très bien ensemble. Lowie est arrivé pour la première fois à Palm Springs à l'hiver 1945.
Il n'avait jamais vu le désert californien et il en est tombé amoureux. Lors d'une randonnée dans les montagnes environnantes, il a découvert ce lieu et il a commencé à dessiner les plans d'une maison. Il a approché un architecte de la région, Albert Frey, et ils ont travaillé ensemble à la création de cette maison ici, dans le désert. Walt Disney aussi avait sa maison à Palm Springs, tout comme de nombreuses stars de l'industrie du divertissement, tels Frank Sinatra ou Bob Hope, et beaucoup d'acteurs et d'actrices. On raconte que William Powell serait tombé dans cette piscine lors d'une des fêtes données ici. Lowie venait de divorcer l'année précédente de sa première femme, Jean Thompson Lowie. Quand la maison a été construite, Life Magazine a fait un reportage. L'accent était clairement mis sur les fêtes qui s'y déroulaient, car elle était un peu présentée comme une garçonnière. Ces moments passés au bord de la piscine à Palm Springs, les pieds dans l'eau, entourés de ces magnifiques montagnes, le souvenir des fêtes données par Monsieur Lowie, cette joie, ces rires, cela ressemblait à une brève visite au paradis. La maison n'a tenu ce rôle de garçonnière qu'1 ou 2 ans, parce qu'en 1948, Lowie a épousé sa deuxième femme, Viola. Tous les hivers, je passe 2 mois et demi avec les cowboys et je connais bien ces gars, qui sont des gars extraordinaires, d'un courage formidable, d'un physique remarquable, de vrais hommes, mais qui ont une tendance presque féminine au point de vue de leur goût, de la façon dont ils s'habillent. Ils ont des talons hauts, ils portent des foulards de soie, ils aiment des choses assez efféminées et qui s'allient avec leur courage extraordinaire. Il avait un appartement à New York et un autre à Paris, mais son premier lieu de résidence était sa maison de Long Island. Une maison de style colonial située dans un endroit très prisé. Ensuite, il a acheté une propriété en France, la Sens. Il avait aussi une maison à Saint-Tropez. Plus tard, il s'est fait construire une maison près de Mexico. Tous ces lieux étaient pour lui des sortes de refuges, mais aussi des endroits où il pouvait rencontrer des gens, créer des contacts qui lui permettaient de développer son activité. Ici, nous nous trouvons dans le petit café qu'il a reproduit. Il a fait ça en 1950. Il a racheté tout un café parisien qui fermait, qu'il a fait transposer ici, avec le bar, le percolateur, l'ensemble des choses. C'était un endroit très amusant, il y a eu des fêtes, il y a eu des gens, des hauts dignitaires, que quand les Américains venaient, pour eux c'était une espèce d'image idéalisée de la France. Et donc ils mettaient des disques d'Édith Piaf, de Maurice Chevalier, voilà. Lowie jouait beaucoup de ça. C'était des sommes colossales qui étaient englouties, ne serait-ce que pour l'entretien des choses. Et Lowie ne comptait absolument pas. Ses entreprises permettaient de travailler et de gagner de l'argent, donc Lowie dépensait. Raymond Loewy incarnait finalement ce qu'il faisait aussi. Et le fait de venir communiquer sur ces objets, c'est quelque chose d'assez honnête, je trouve. Quelque chose d'assez honnête, puisque on vient s'exposer, on vient aussi exprimer notre désir, notre vision et le travail qu'il y a eu derrière, et qui mieux que le créateur pour en parler. Il était vraiment doué dans le domaine de la publicité. Il me donnait souvent des conseils et me répétait sans cesse « Sois toujours prête à répondre à une question, à une interview, à raconter ton histoire ». Il était très conscient que le message est aussi important que le travail fourni. Lowie pose en 1946 pour le magazine Life. Il apparaît à Long Island, au volant de sa Lincoln Continental, au toit en plexiglas, aux côtés de sa fidèle secrétaire Helen Peters. Mais celle qui a orchestré cette prise de vue est sa directrice de la publicité, Betty Rees. Raymond lui a demandé « Betty, croyez-vous que vous êtes qualifiée pour travailler pour moi ?»
Elle lui a répondu « Je serais stupide d'être venu passer cet entretien si je ne l'étais pas ». Il lui a ensuite demandé « Betty, pouvez-vous me décrocher la couverture du Time ?» Elle a répondu « Oui, je peux le faire. » Vous êtes engagé. Son succès venait aussi pour beaucoup de la publicité faite autour de son nom, à travers les contacts qu'elle avait dans le monde des magazines, de l'édition, de la radio et de la télévision. Betty s'arrangeait pour que le nom de Lowie soit sans cesse mentionné. Elle avait des fois du mal à l'amener vraiment dans les mondanités parce qu'il était relativement timide. D'ailleurs, il parlait toujours très doucement, même dans ses discours, tout ça, c'était très tempéré. Quand Raymond devait faire une présentation, il s'entraînait durant des jours et des jours, comme un boxeur professionnel. Il répétait chaque mot, chaque nuance, testait chaque plaisanterie. C'était devenu une habitude. Il l'a fait des centaines de fois. C'était un maître en la matière. C'était un patron, visionnaire, propriétaire de son entreprise, très personnel, très conscient de son succès. Lowie s'énervait, Lowie était capable de mettre quelqu'un dehors de son bureau en claquant la porte. Mais c'est vrai que dans le privé, il avait une voix douce, il parlait très, très doucement et il n'imposait pas les choses, il était très à l'écoute. Il avait envie de plaire, donc il était dans la relation. Mais je pense que dans son travail, les choses étaient plus tendues. Il avait envie d'imposer son point de vue. Le numéro spécial que Time Magazine lui a consacré concentrait en quelques pages toute l'histoire du design industriel aux États-Unis. Lowie a été choisi comme le symbole, comme le leader de sa profession. Je suis certain qu'il en a tiré beaucoup de fierté. La stratégie de communication de Raymond Lowie, elle était exceptionnelle et on pourrait la limiter aujourd'hui quand tout le monde cherche à être sur un plateau télé. Sauf que lui, il ne cherchait pas à être sur un plateau télé. Il était le plateau télé. Darling, I'm sorry to disturb you, but if we don't hurry, we're going to miss that 12:15 plane for Paris. That's right. I would like you to meet my wife, Mrs. Lowie. Hello. Is there any design that you find difficult to improve upon? Yes, Mrs. Lowie. Viola était omniprésente. Elle était le bras droit de M. Lowie, toujours à ses côtés. Elle était d'une grande élégance, elle avait un goût infaillible. M. Lowie aimait les belles choses. Il s'entourait de choses élégantes. Il n'aimait pas les bureaux en désordre, chaque chose devait être à sa place. La présence de Mme Lowie à ses côtés l'a toujours aidé. Je ne pense pas qu'il aurait aussi bien réussi sans elle. C'était vraiment deux associés et non un simple couple. Lowie ouvre des bureaux à Paris et à Londres. Il écrit sa biographie « La laideur se vend mal » et devient père. Il a une fille, Laurence. Pour ses 15 ans, il lui offrira l'une de ses créations fétiches des plus 60s. Quand il a dessiné un jukebox pour United en 1958-59, il en a gardé un pour l'offrir à sa fille Laurence. Il a dit « Personnellement, en tant que père, je n'ai pas grand-chose en commun avec ma fille, mais nous pouvons parler musique. » Raymond et Laurence étaient tous les deux de grands amateurs de musique. Laurence avait passé beaucoup de temps dans des écoles privées. Quand elle est rentrée chez elle, elle a voulu organiser une fête pour ses amis. Elle était tellement fière que son père lui ait offert un jukebox. Elle en avait les larmes aux yeux. C'était quelque chose d'exceptionnel pour des collégiens. Le carrousel pouvait contenir des centaines de disques. Laurence était une jeune fille moderne, totalement séduite par la vague venue d'Angleterre. Elle écoutait les Rolling Stones, non pas les Beatles, mais les Rolling Stones. Mais Raymond avait mis 50 disques à lui. Il avait tous les tubes de Sinatra et aussi ceux de Dean Martin.
Chaque année, depuis mon arrivée en Amérique, je ne peux être vraiment heureux que si je puis passer plusieurs mois en France, au point de vue personnel. Et deuxièmement, je trouve que c'est essentiel dans ma profession. Cela nous permet de garder dans nos dessins une certaine finesse, une légèreté, qui a fait que l'on appelle les choses que nous dessinons the Lowy look. Légèreté, finesse, on pourrait dire même des dessins un peu spirituels. Qualité française. En 1951, la création de la Compagnie de l'esthétique industrielle, la CEI, témoigne de la volonté de Raymond Loewy d'apporter à la France des 30 Glorieuses un peu de ce qui a fait son succès outre-Atlantique. Il a commencé par le design industriel, mais il s'est aperçu qu'en France, il y avait moins de choses à faire qu'aux États-Unis. Donc, il est allé très vite vers les produits, vers les marques de grande consommation. Et lorsque je suis entré en 72 dans cette société, c'est-à-dire un peu moins de 20 ans après, on travaillait plus sur les marques qu'on travaillait sur le design industriel. Il a très vite compris que nous, les créateurs européens, avaient une formation différente et que c'était bénéfice de créer quelque chose qui avait sa propre identité européenne. C'était quelqu'un qui avait un très très grand sens de l'équipe. D'ailleurs, dans les organisations de Loewy, c'est les premiers endroits où on a engagé des spécialistes en couleurs, où on a engagé des psychologues, où on a engagé des gens qui, a priori, n'avaient rien à voir avec les fondements de la profession. Je pense qu'il m'a pris un peu comme un fils qu'il n'a pas eu parce qu'il a eu une fille. Et de ce fait-là, j'ai eu vraiment une relation assez exceptionnelle avec lui. Monsieur Loewy m'a embauché dès la sortie de l'université pour rejoindre l'agence de New York. J'étais la première femme à entrer dans son équipe qui comptait plus de 350 personnes. En 1955, Loewy est entouré par une multitude de talents. Plus de 200 collaborateurs s'activent dans les différentes agences en Europe et aux États-Unis. C'est Loewy qui signe tous les projets. Il venait très souvent à New York. Nous étions constamment sur nos gardes. Nous redoutions ses visites car il débarquait sans prévenir. Je pense que M. Loewy aimait sentir cette tension en nous. Il ne faisait pas ça par cruauté. Il était plutôt dans le rôle du père qui rentre chez lui sans prévenir et s'attend à trouver ses enfants en train de faire la fête. C'était un peu le jeu du chat et de la souris. C'était très amusant. Il arrivait avec une voiture que nous connaissions, qui était sa Studebaker, qui était rouge, donc elle se voyait évidemment dans l'avenue d'Iéna. On était quand même un peu le doigt sur la couture du pantalon. Voilà, il fallait que chacun soit prêt dans son rôle. Son arrivée était annoncée, mais je dois dire que chaque fois, il y avait quand même quelque chose de très chaleureux, parce que il était dans l'action, et ce qu'on lui montrait, ça lui plaisait. J'ai pas beaucoup échangé avec lui, parce que c'était un grand monsieur, malgré sa petite taille. Et je veux dire, moi, débutant, je me rendais compte à quel point c'était quelqu'un qu'on n'approchait pas facilement, parce que c'était quelqu'un qui représentait quelque chose à cette époque-là, dans le métier, qui était un gourou, qui était quelqu'un qui fascinait les gens. Je recevrais presque tous les 2 jours des instructions, soit aussi des choses où il n'était pas très content, et des fois aussi des éloges. Donc c'est vraiment très touchant d'aujourd'hui de revoir ces lettres qui, dans le temps, il avait pris le temps d'écrire page par page tous les 10 jours. Loewy était très présent, ne serait-ce que par les moyens de communication de l'époque qui s'appelaient le téléx. Je me souviens quand on avait ce bruit qui, d'un seul coup, tout le monde s'arrêtait quand un téléx arrivait des États-Unis. Il venait souvent parce qu'il avait besoin d'être en France, il aimait ce pays. Mais le quotidien était quand même un quotidien animé par le directeur de l'agence. Raymond Loewy n'a pas seulement envie de rendre beaux les objets nécessaires. Il a un sens aigu du marketing qu'il va appliquer à une grande marque pétrolière, préfigurant ce que l'on appelle encore aujourd'hui le global design. Nous avons proposé cette nouvelle identité HL, confiné ça dans un document qui s'appelle la charte graphique, où toutes les données, comment appliquer la marque est confinée et
donné avec des illustrations. Ça, c'est l'ancienne marque Shell où le nom était incorporé et prisonnier à l'intérieur de la coquille. On a pensé qu'il était maintenant mieux de séparer le mot Shell pour qu'il lui donne une grandeur conséquente. Nous avons aussi également, comme vous le voyez ici, fait tout un programme de nouveaux habits de travail des pompistes sur les lieux de vente. Mais il y avait autre chose, c'est qu'il a permis à cette entreprise qui avait une mentalité de garagiste dans les stations-service de devenir des gens capables de servir non seulement l'essence, mais également la valeur ajoutée qu'on attend dans une station, c'est-à-dire la boutique, c'est-à-dire tout le service qui fait aujourd'hui qu'on peut parler d'un nouveau business. Les livres de normes qui consistent à montrer comment on doit appliquer une marque sur tel et tel support et comment on la gère de telle manière à avoir une unité d'application lorsqu'on est en France, lorsque la marque est présente aux États-Unis, ou en Inde, ou en Chine, ou je ne sais quoi. Ce qu'on fait effectivement maintenant pour toutes les grandes marques, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. En 1960, Jackie Kennedy, qui est amie avec Viola, suggère à son mari de faire appel à Loewy pour relooker l'avion présidentiel et offrir au monde une image plus glamour du mythique Air Force One. Raymond m'a dit... Je pense qu'il faut mettre le sceau présidentiel ici, près de la porte avant, pour qu'on sache quel grand homme sort de l'avion. Raymond s'est beaucoup impliqué dans le choix des couleurs, qui ont toutes été approuvées. Jackie lui a dit, « Pendant que vous y êtes, pourriez-vous refaire l'intérieur de mon vieil avion? Il est très inconfortable. » Et depuis, Air Force One est devenue l'une de nos icônes américaines préférées. Puis Air France l'engagera pour dessiner l'intérieur des premiers Concorde. Nous, on a tous pensé à Concorde, il faut être dans la technologie, être moderne, etc. Et lui, il dit, pas du tout. Il faut un maximum dans les airs, parce que qui va voler, ce sont les barons de pétrole, des gens qui sont dans un certain milieu, qui veulent être dans le luxe et non pas du tout dans la modernité. Je pense qu'il avait raison. Seulement, le grand problème de Concorde était le poids. C'est pour ça qu'en place de la coutellerie argentée, on avait dû mettre du plastique, mais dessiné de telle façon que ça faisait quand même assez acceptable, etc. À 75 ans, le designer visionnaire part à l'assaut des étoiles. La NASA lui confie une mission de consultant pour l'aménagement de la première station orbitale Skylab. Je pense qu'il a toujours été passionné par la dimension humaine du design. Dans tous ses projets, il prenait en compte la psychologie du consommateur. Dans ce cas précis, le consommateur était un astronaute. Il semble tout à fait logique d'avoir proposé une fenêtre au travers de laquelle il pourrait voir la Terre. C'était typiquement une proposition à la Loewy. Raymond Loewy demandait à Robert Bignot d'encadrer ses plus belles photos, les retoucher un peu, il trouvait qu'il avait le sourcil un peu épais sur tel autre. Là, la moustache était mal taillée, il brillait un petit peu sur une autre. Et puis alors, de temps en temps, il aurait aimé tellement être en photo avec les astronautes, mais ils n'avaient pas eu le temps de faire la photo. Alors bon, on trouvait une photo des astronautes, on faisait un petit montage, et puis on mettait Raymond Loewy au milieu, et il était super content. En 1973, la crise pétrolière déstabilise l'économie. La jeune génération de la CEI revendique à Paris sa liberté d'expression et proteste contre l'autocratie du designer. À New York, son principal associé, William Snaith, meurt brutalement. Raymond Loewy, poussé par le gouvernement américain, va alors accepter de partir travailler pour la Russie communiste. Durant la guerre froide, le président Nixon voulait essayer de détendre les relations entre les États-Unis et la Russie. Il s'est rendu en URSS avec l'ambassadeur américain, qui était un bon partenaire de Loewy.
Lorsque les Russes l'ont appelé, il s'est dit qu'il va pouvoir mettre en application ses préceptes à puissance 10, puisque effectivement la Russie était à l'époque une dictature, presque une dictature en tous les cas. Et le pays était un pays qui s'étend sur 10 fuseaux horaires avec des problématiques que nous ne connaissons pas en Occident. Et il s'est dit que ces problématiques-là sont des problématiques intéressantes. Le gouvernement républicain avait dit « Si les Russes ne vous paient pas, nous vous couvrirons ». Nous avons dessiné une moto, un réfrigérateur, une radio, un radio-réveil, un appareil photo et une automobile. Et un tracteur. Il y a eu une bonne douzaine de gros projets qui ont été négociés donc entre la compagnie d'esthétique industrielle, et là on citait pas Raymond Loewy, et la Russie. Et une partie des projets ont été faits à Paris, une autre partie a été faite à New York, discrètement. Voilà. Mais Raymond Loewy allait présenter lui-même en Russie donc les projets. Il était un petit peu moins enthousiaste quand il s'est aperçu qu'en fait les Russes voulaient juste le consulter pour savoir où en étaient les Américains en point de vue industrialisation et production, quels étaient leurs projets à venir et où ils en étaient d'un point de vue productivité. Comme je l'ai compris, aucun de ces objets n'a été produit. Mais si vous allez au musée Stroganov à Moscou, vous pouvez voir les maquettes et les dessins. C'est vraiment triste, mais nous avons essayé. Les Russes lui ont envoyé un chèque en roubles, dont il ne pouvait rien faire. Alors Raymond et ses avocats se sont donc retournés vers le nouveau gouvernement démocrate et ont dit « Pouvez-vous nous couvrir ? Vous aviez promis de me couvrir si les Russes me plantaient. » Mais le nouveau gouvernement Carter semblait frappé d'amnésie. Loewy s'est vu forcé de mettre la clé sous la porte. Il a dû fermer l'agence de New York. Quand nous avons compris que M. Loewy avait décidé de s'arrêter là, nous avons bien sûr été tristes. Mais je pense que nous étions tous réalistes. Nous acceptions qu'une nouvelle ère commence. Il y a eu du champagne, des larmes, des rires, des embrassades et des remerciements. Puis M. Loewy a levé son verre une dernière fois et il a dit « Patricia, merci d'avoir fait de nous des hommes meilleurs. » Il a été extrêmement dur avec moi. Il a bloqué mon salaire. En 1971, j'avais un arrangement avec lui qui, dans le cas que l'affaire se vend, ou même que je quitterais, je percevrais un certain pourcentage, comme on dit, en goodwill. Donc il n'a pas voulu honorer ça, il m'a même pas honoré... Enfin, ça a été conflictuel. Il a été le seul designer industriel à ce jour à avoir fait la une du Time Magazine. À cette époque, le public appréciait beaucoup ce qu'il faisait pour le paysage américain et son travail en général qui consistait avant tout à rendre tous ces objets du quotidien qui nous entourent plus beaux, plus intéressants. Toutes ces choses deviennent soudain plus humaines, plus belles, plus séduisantes, n'est-ce pas? À l'époque, Loewy était considéré comme l'une des 100 personnalités américaines les plus importantes de l'année. Je ne pense pas franchement qu'un designer contemporain, ni moi, ni aucun autre, ne réussirait à obtenir ce type de reconnaissance. Autrefois, les sociétés venaient trouver M. Loewy pour lui dire « Concevez notre marque, créez-nous ». Maintenant, elles demandent aux designers « Améliorez notre marque ». Et donc, il y a eu un léger changement, et même dans certains cas, un changement drastique. Je ne sais pas si M. Loewy aimerait faire ce métier aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que le design, certes, est important, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire finalement de tout ce que ce métier a, et ses besoins de consommation ont créé, c'est-à-dire une pollution énorme. Et aujourd'hui, le plus important, c'est pas de faire vraiment de nouveaux objets quelque part, c'est comment se servir de ce qui existe et de réinventer le monde de demain avec moins, parce qu'on a vécu là des années folles et on les paye très très cher aujourd'hui. C'est important aujourd'hui d'être conscient des problèmes
qu'ont engendré cette surproduction. Raymond a perdu son appartement de New York et sa maison de Palm Springs. Il a vendu ses 2 sociétés, Raymond Loewy International à Londres et la CEI à Paris. Il est retourné dans son château qu'il aimait tant, la Sens, pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Ces gens qui sont presque des nomades, quelque part des nomades de luxe effectivement, mais quand même des nomades, ont toujours besoin d'un lieu où ils peuvent se retrouver. C'était ici pour Raymond Loewy, un jour il a dit bah non, on peut plus, c'est pas grave, on vend. J'ai donc rencontré Raymond Loewy au moment où il avait mis la Sens à vendre. Il y a eu une discussion assez longue sur le bien mobilier. Fallait-il que j'achète ou pas les meubles? J'en avais pas les moyens, donc de toute façon je l'aurais pas fait. Et ils ont donc décidé d'organiser une vente aux enchères de tous ces biens meublants, depuis les petites cuillères jusqu'aux tringles, la rideau, et les objets divers et de sa collection de sa vie. Et M. Loewy est venu à cette vente aux enchères, et je l'ai vu s'asseoir au premier rang, sur une petite chaise de bois ou je ne sais pas quoi, et il a passé les 4 heures de la vente aux enchères à regarder sa vie défiler. Les objets sont passés un par un, ont été présentés, le commissaire-priseur a expliqué l'objet et fait son travail de vendeur, et il a vu toute sa vie défiler comme ça de façon absolument stoïque. On a le sentiment qu'il n'a pas bougé ainsi, il est resté droit, avec une très très grande dignité. Et malgré tout, il n'est quand même pas parti n'importe où, il est parti à Monte-Carlo. Et là-bas, il était très connu, il avait gardé son Avanti, et les gens le recevaient, même s'il n'avait plus les moyens. C'était quand même Raymond Loewy.